Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Thomas Marceau. Bonjour Thomas Marceau. Bonjour. Vous êtes responsable développement durable chez Ariane Group. Ariane Group, évidemment, géant européen de l'aérospatial et des lanceurs spatiaux. On va en parler. J'aimerais qu'on parle d'ailleurs de la pollution spatiale. C'est un sujet évidemment hautement important. Mais on va parler de vous d'abord. C'est le principe de l'émission. On a envie de vous connaître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes justement responsable développement durable d'Ariane Group. L'espace, ça a toujours fait rêver les enfants, les petits garçons en l'occurrence. Est-ce que vous, ça vous faisait rêver déjà quand vous étiez petit? En tout cas, ça fait beaucoup rêver mon fils de 3 ans, effectivement. Les fusées, ça le fait beaucoup rêver. Il pense que papa est astronaute. Bon, je ne lui dis pas vraiment la vérité, ça risquerait de le décevoir. Pour rester un mythe. Exactement. Non, effectivement, l'espace, ça fait beaucoup rêver. Ça me faisait beaucoup rêver et ça continue de me faire rêver, bien évidemment. L'espace, c'est l'exploration spatiale, c'est l'inconnu, c'est un petit côté magique. Et puis l'espace, ça enseigne aussi beaucoup l'humilité. Depuis l'espace, c'est là qu'on est tout petit finalement. Effectivement, c'est là qu'on voit le mieux la planète, c'est là qu'on a presque le plus envie de la protéger. Donc l'espace, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un choix. C'est un choix personnel fort, oui, effectivement. Et au-delà de ça, moi, ce qui me motive encore plus, c'est le fait que l'espace, aujourd'hui, il est omniprésent dans notre quotidien. En fait, on s'en rend même plus compte. Mais vous, moi, on utilise des dizaines de satellites par jour. Bien sûr. Alors, bien évidemment, on pense au GPS pour se déplacer d'un point A à un point B, mais les satellites de météorologie, quand on veut faire des communications longue distance pour synchroniser les échanges au niveau mondial, l'agriculture. Donc, l'espace, il est vraiment omniprésent. L'Internet aussi. L'Internet, bien évidemment, il est omniprésent dans notre quotidien et c'est vraiment un bien commun pour l'humanité, l'espace. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Est-ce que vous avez une devise? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie, Thomas Marceau? Moi, c'est vraiment cette envie de contribuer de manière générale au quotidien du plus grand nombre dans l'entreprise, mais aussi au sens social, sociétal du terme. Et je me retrouve assez bien en fait dans la devise de notre entreprise, notre raison d'être. On n'est pas une entreprise à mission, on a quand même travaillé cette raison d'être, qui est de tracer la voie européenne de l'accès vers l'espace pour le bien-être de tous les citoyens dans un monde plus sûr. Donc il y a vraiment cette notion que l'espace doit être un bien commun qui contribue au plus grand nombre. Justement, on dit protéger la planète, mais il faut aussi protéger l'espace où la pollution est quand même très importante, on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, oui. Expliquez-nous à quel point l'espace est pollué. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que depuis le début de l'exploration spatiale, donc il y a eu évidemment beaucoup de satellites, beaucoup d'objets qui ont été mis en orbite, qui eux-mêmes, à la fin de vie, ont parfois généré des débris, etc. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, il y a plus de 130 millions d'objets de moins d'un centimètre qui sont en orbite. C'est énorme. Après, 1 million d'objets à peu près entre 1 et 10 cm et 36 000 objets, je crois, de plus de 10 cm qui sont actuellement en orbite. Donc c'est énorme, on ne se rend pas compte. Alors l'espace est vaste, bien sûr. Donc, on ne sait pas à quel point. On ne sait pas à quel point, mais effectivement, l'espace est très vaste. Et ces petits débris, plus ils sont petits, plus ils sont dangereux en fait? Alors oui, plus ils sont petits, plus ils sont dangereux parce que de toute manière, ils sont toujours très rapides. On parle de débris qui volent à plusieurs kilomètres par seconde. Donc en termes d'impact, en termes d'énergie au niveau de l'impact, c'est énorme. Et chaque débris peut en générer d'autres s'il rentre en collision avec d'autres objets. Et les plus petits débris, on ne peut pas les suivre. Alors on suit ceux qui sont d'une taille suffisante. Et d'ailleurs, c'est justement une activité qu'on a au sein d'Ariane Group. On a un réseau qui s'appelle Helix, avec des stations sol qui suivent ces débris, qui permettent de faire des arbitrages dans le pilotage des satellites pour éviter les collisions. Mais effectivement, c'est un vrai problème qui pourrait à terme complètement saturer certaines orbites. Et ça peut engendrer des collisions aussi avec des satellites ou justement des choses essentielles, vous le disiez, à la vie de tous les jours. Oui, des collisions avec des satellites ou voire même avec la station spatiale. La station spatiale a déjà dû et doit régulièrement manœuvrer pour éviter ce genre de collision. Donc c'est vraiment un enjeu aussi, comme je disais, l'espace doit être un bien commun pour l'ensemble de l'humanité. Si on arrive à polluer cet espace au point qu'on ne peut plus s'en servir, après, l'humanité complète en pâtira. En termes de pollution, j'ai vu 36% des déchets sont la responsabilité d'abord des Russes, 33% des Américains, 24% pour la Chine et seulement 3,3% pour la France. Donc on est relativement peu polluant. Alors effectivement, il y a eu 2 essais par le passé, un essai russe anti-satellite
d'un missile antisatellite qui a justement généré d'autres débris. Et les Chinois aussi en ont fait également. Donc ces types d'essais, eux-mêmes, sont très créateurs, très générateurs de débris. Ouais, d'autant qu'il y a la course à l'espace qui est encore de plus en plus, qui va se développer de plus en plus. Ah oui, Donc, ce qui veut dire de plus en plus de débris. D'où l'enjeu. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en orbite un appareil et ensuite le faire redescendre? C'est un enjeu ou pas? Alors oui, effectivement. Typiquement, si on parle de la France donc, a adopté en 2008 une loi qui s'appelle la loi sur les opérations spatiales, qui a justement pour objectif de réglementer l'accès à l'espace et de limiter au maximum la génération de débris, alors soit par la désorbitation des objets. C'est-à-dire qu'on les remet dans l'atmosphère? Exactement, on les remet dans l'atmosphère. Soit on a des possibilités aussi de passage sur les orbites cimetières, on a d'autres types de possibilités, mais en tout cas, l'objectif, c'est effectivement de désencombrer les orbites au maximum. La France est plutôt, je dirais, pionnière dans cette matière-là. La pollution terrestre, la pollution lumineuse aussi due à ces satellites, 2600 satellites en service, c'est un vrai problème, ça aussi? Alors oui, c'est un problème pour les astronautes. Alors, c'est même plus que 2600 satellites, je crois qu'on atteint des chiffres beaucoup plus importants. Et on le voit notamment avec les méga constellations type Starlink, etc., qui ont ces impacts en termes de pollution lumineuse. Alors nous, on fait vraiment la partie lanceur, c'est-à-dire la fusée qui va mettre en orbite le satellite. Mais on regarde ces enjeux-là, oui, avec beaucoup d'attention. Comment faire progresser le spatial dans le domaine de la durabilité, selon vous? Quelles sont les mesures à mettre en œuvre? Alors aujourd'hui, il y a deux questions à se poser. Alors, effectivement, on a parlé beaucoup de la question des débris, mais il y a la question aussi de l'impact environnemental des activités spatiales en elles-mêmes, terrestres, effectivement. Aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose, nous, de plus en plus. On a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. Donc, ce sont des études qui étudient l'ensemble de l'impact de nos produits depuis... alors, on dit du berceau jusqu'à la tombe, c'est-à-dire depuis la première molécule, l'assemblage de la fusée, le lancement, etc. L'essence, les ergols, les ergols, effectivement, les ergols d'ailleurs qui sont une composante assez significative justement de cet impact. Et donc on fait ça sur nos produits, alors évidemment sur nos lanceurs, mais aussi sur nos autres produits pour la défense. Donc les ergols, c'est quoi, le remplacer par du biocarburant, comme pour les avions Oui, alors effectivement, il y a plusieurs voies possibles. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un moteur réutilisable qui s'appelle Prometheus, qui est donc développé grâce à l'Agence spatiale européenne et sur un lanceur réutilisable, notre filiale Maya Space, qui développe un lanceur réutilisable qui s'appelle Maya, et qui lui fonctionnera grâce à ce moteur Prometheus et pourra justement utiliser du biométhane, donc du méthane qui lui a été généré par voie plus écologiquement responsable. Ouais, donc ça c'est la tendance en tout cas pour essayer d'être plus vertueux. Un autre problème, on légifère beaucoup sur l'environnement. Comment est-ce qu'on peut légiférer pour l'espace quand on sait que c'est une zone qui n'est juridiquement qui n'appartient à aucun gouvernement finalement? Est-ce que c'est faisable? C'est un vrai enjeu. D'ailleurs, c'était l'objet de ma question plus tard. Mais effectivement, c'est complètement un enjeu aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Quand il n'y a pas de règles, on ne les suit pas. Non. Mais d'ailleurs, que ce soit sur la question de l'impact environnemental au sol, des activités spatiales, mais que ce soit aussi sur la question de l'impact spatial. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en cours de préparation qui s'appelle la EU Space Law, donc qui est une loi européenne, une réglementation européenne, donc qui est dans les cartons, et qui va adresser trois piliers. La question de la cyberdéfense, de la cyberprotection des produits spatiaux, la protection des infrastructures spatiales, la question de l'impact environnemental des activités spatiales, mais également au sol, et la question justement des débris. Donc les réglementations commencent, elles émergent un petit peu, mais aujourd'hui c'est beaucoup des initiatives nationales et la France en est l'exemple. Après au niveau mondial, il n'y a pas de cadre réglementaire. Il y a des guidelines, il y a des lignes de conduite, des bonnes pratiques, mais rien de... Oui, et les lancements se multiplient, vous l'aviez dit, avec Starlink, Elon Musk, SpaceX, etc. Donc ça aussi, ça va devenir de plus en plus effectivement, c'est un vrai enjeu. Un vrai enjeu. On va passer aux questions que vous avez choisies pour ces assises de la parité. Thomas Marceau, c'est juste après le jingle. La question des assises de la parité, les questions puisqu'il y en a deux, une sur la parité, l'égalité, une sur la RSE. Quels sont vos principaux défis en matière de parité et de diversité et quelles actions vous mettez en place pour les relever, ces défis ?
Alors déjà, pour la question de la diversité, aujourd'hui, c'est un enjeu clé pour nous parce que c'est aussi une source d'innovation et de compétitivité, de performance. Ça, tout le monde s'accorde à le dire, mais c'est très vrai parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans un secteur qui est très compétitif, l'innovation est clé, donc on a besoin d'apporter des regards différents, des cursus différents, des origines différentes, des parcours différents sur ces questions. Donc la diversité, elle est vraiment clé. La diversité, même au-delà de la question de la parité homme-femme. Voilà. Et donc sur cet enjeu-là, typiquement, on fait des formations de nos managers, alors des formations, des sensibilisations, on a des conférences aussi, pour justement les sensibiliser à toutes les questions de diversité, qu'elles soient d'ailleurs diversité de genre, d'origine, de parcours, etc. Parce que le spatial, ça attire les femmes ou pas suffisamment? Alors justement, pas suffisamment. C'est un peu le deuxième volet pour la question de la parité. Alors notre PDG, on a fait une vraie priorité de l'année 2024. Et la question, elle se pose sous deux axes. Alors, le premier axe, c'est l'axe du recrutement. Aujourd'hui, et je l'entendais encore ce matin aux assises de la parité, on est à peu près à un taux de femmes dans les filières très techniques, j'entends, qui est autour de 25%. Ce qui est une moyenne dans les filières. Voilà, c'est d'ailleurs une moyenne en France et en Allemagne aussi, qui sont nos deux pays d'implantation. Donc on a déjà un premier axe qui est d'attirer plus de femmes, de leur donner plus envie de femmes, de jeunes filles dans ces métiers. Donc là, on a vraiment besoin de rôle modèle. Alors nous, on mise beaucoup sur nos ambassadeurs et ambassadrices. On a un réseau de plusieurs centaines d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui viennent dans les écoles justement donner envie pour les métiers du spatial. On travaille avec des associations comme Elle Bouge, comme Capital Filles, donc avec des marraines qui viennent justement dans les écoles donner envie. Et après, il faut les recruter. Donc on s'est fixé un objectif de 30% de recrutement des femmes dans notre entreprise. Parce qu'en plus, il n'y a pas que les filières techniques. Une entreprise comme Ariane Group, c'est aussi des ressources humaines, la communication, du juridique, plein de métiers différents. Et après, il faut les fidéliser, leur donner envie aussi de rester dans l'entreprise et de progresser. Exactement. Absolument. Et là, on a un vrai enjeu. Nous, on travaille sur un axe qui est celui du mentoring. Donc, on a un programme de mentorat interne où là, on vise 50% de mentorés femmes. Donc, vraiment la parité dans le mentorat pour donner aussi, là aussi, la notion de rôle modèle est hyper importante pour donner envie aux femmes de progresser au sein de l'entreprise et d'accéder à des postes. Et c'est aussi d'ailleurs aux hommes de leur laisser la place de faire ça. Oui, donc, je m'inclus totalement dans cette question. Il faut vraiment donner aux femmes l'opportunité parce qu'in fine, ça bénéficie à tout le monde. Et c'est un domaine, le spatial, en fait, qui est méconnu. Donc, j'imagine que ça doit susciter certaines vocations. Oui, mais finalement, on a de plus en plus de rôles modèles aussi. Je vois, on a maintenant une astronaute avec Sophie Adno, typiquement. Ce sont des femmes comme ça qui sont... Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très inspirantes et donc il faut les suivre, effectivement. Question RSE à présent. Pouvez-vous nous parler d'une initiative RSE particulièrement innovante ou inspirante récemment lancée sans mauvais jeu de mots, au sein de votre organisation? Effectivement. Alors là, j'ai choisi de parler du navire Canopée. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le navire Canopée, c'est un bateau, un bateau qu'on utilise pour transporter les pièces d'Ariane 6 depuis l'Europe jusqu'à la Guyane. Oui. Voilà. C'est un bateau donc, qui a été baptisé en octobre 2023, donc c'est assez récent. Et donc ce bateau, il est remarquable à plus d'un titre. Alors déjà, c'est le premier bateau, le premier cargo à voile au monde. C'est juste le premier cargo à voile, c'est énorme. Donc c'est un bateau qui est équipé d'une propulsion classique, mais en plus de 4 grandes voiles de plus de 350 mètres carrés, donc il peut avancer grâce à la propulsion vélique. Attends qu'il y ait du vent pour pouvoir aller jusque... Oui, mais les trajets pour aller jusqu'à la Guyane favorisent ce type de navigation, donc on arrive à économiser de l'ordre de 25 à 30% de carburant par rapport à de la propulsion classique, et du coup des milliers de tonnes de CO2 en termes d'impact environnemental. Pouvoir transporter les matériaux jusqu'aux bases de lancement. Exactement, qui sont donc en Guyane française à Kourou. Et deuxième point, c'est un bateau qui permet de transporter l'ensemble du lanceur en un voyage, donc ce qui est significatif. Et on a misé sur un petit armateur et une start-up pour développer ce bateau, un armateur qui s'appelle Alizé, une start-up qui a développé les voiles. Donc c'était aussi un vrai enjeu, un vrai défi finalement, de se dire on leur fait confiance pour produire ce bateau, et c'est un réel succès. Moi, quand je vois justement les salariés, quand ils regardent ce bateau, la notion d'engagement, elle est là. C'est-à-dire que quand ils voient le bateau, les gens se bousculent pour aller visiter le bateau. C'est une vraie fierté de nos salariés de voir... C'est une première mondiale ? C'est une première mondiale. C'est vraiment le premier cargo à voile au monde. Combien de temps il a fallu pour
Alors c'est de 2019 à 2023 à peu près. Oui, donc relativement rapidement. Il a été fait intégralement en Europe, 99% de pièces européennes. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu un emblème aussi de l'Europe du spatial et de comment on peut travailler sur notre impact environnemental et générer de l'engagement. Absolument. Bravo. Question de l'hémicycle à présent, ça va être à vous de parler, Thomas Marceau. Je t'ai beaucoup parlé. Oui, non, mais enfin, ça va être à vous de poser des questions à nos hommes politiques. Si vous avez un coup de gueule, quelque chose d'important, un message à faire passer, c'est le moment. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Thomas Marceau. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques? Vous avez 2 minutes face caméra, c'est à vous. On a justement parlé des réglementations sur l'impact sur les débris, de la loi sur les opérations spatiales. Donc la France a été quand même très pionnière dans ces domaines, en adoptant dès 2008 une loi sur les opérations spatiales. La France, de manière générale, sur les questions de durabilité, est très pionnière. On le voit notamment avec la récente transposition de la CSRD, de la directive européenne sur le reporting de durabilité qui a été faite en France avant tous les autres pays en Europe. Donc la France est très motrice sur ces thématiques. L'Europe aussi, dans une certaine mesure, avec effectivement la fameuse EU Space Law qui va arriver bientôt. Donc d'une certaine manière, on est pionnier sur ces thématiques en France, en Europe. Donc ma question, c'est comment faire que justement ce momentum, cette envie d'aller vers plus de durabilité dans le spatial, elle soit partagée au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, notre compétition et l'espace, c'est un bien commun. L'espace, il n'est pas pour un pays plus qu'un autre. Il faut que cet espace profite à l'ensemble de l'humanité. Et tous nos compétiteurs, qu'ils soient russes, américains, chinois, etc., ne sont pas concernés par ces mêmes réglementations. Donc il faut vraiment qu'on soit force de proposition pour aller vers plus de durabilité au niveau mondial. On a souvent employé l'expression de Far West avec ce développement exponentiel du spatial. Donc voilà, il faut vraiment réglementer le Far West et faire en sorte qu'on aille vers plus de durabilité au niveau mondial. Et c'est vraiment là-dessus que je pense que le gouvernement français peut travailler en termes de lobbying. Ouais, travailler donc au niveau de la diplomatie internationale pour faire avancer effectivement, c'est pas facile, cette question de comment réglementer le Far West spatial. Merci beaucoup, merci Thomas Marceau d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.